Elle fixe la couverture du magazine d'un œil figé, comme si le papier glacé pouvait lui murmurer une vérité différente. Simone Signoret, comédienne couronnée à Hollywood femme de lettres, respectée conscience de la gauche française, se voit réduite à un simple prénom, oubliée, reléguée à une ligne de bas de page. Au centre de la photo éclatante de jeunesse et de désir, Yves Montand, son mari, son pilier, l'homme de toutes ses révoltes, de tous ses silences. Et dans ses bras, comme sorti d'un rêve cruel, Marilyn Monroe, radieuse, légendaire et terriblement vivante. L'image est une gifle, une trahison sans mots. Elle n'est pas volée, elle est posée, assumée, imprimée, des milliers de fois distribuée sur les trottoirs de New York, de Rome, de Paris. Le monde entier s'en empare. Les rédactions exultent. Le public fantasme. Un triangle amoureux se dessine entre la muse française, l'amant latin et l'icône américaine. Pour les autres, c'est une histoire de désir, d'audace de cinéma. Pour elle, c'est une condamnation à mort intérieure. À l'automne 1960, pendant que Montand tourne Let's Make Love à Los Angeles, la rumeur devient certitude. Les photos s'accumulent, les confidences fuitent, les regards se tournent. Et Simone, recluse à Paris dans leur appartement de la rue de l'Ambre, lit son humiliation dans les gros titres. Chaque matinée devient supplice, chaque silence un aveu de plus. Comment l'amour d'une vie forgée dans la passion, l'engagement politique et l'intimité partagée a-t-il pu basculer dans l'exposition obscène? Comment une femme aussi lucide, aussi droite, s'est-elle retrouvée figée dans le rôle? Le plus amer, celui de l'épouse trahie, fière et immobile, mais pour comprendre la profondeur de cette blessure, pour entendre ce que Simone n'a jamais crié, il faut revenir bien avant les projecteurs, bien avant les applaudissements. Là où tout commence dans les ombres de l'enfance, Simone Signoret naît sous le nom de Simone Kaminker en mars 1920 et à Wiesbaden en Allemagne comme un signe avant-coureur d'une vie placée sous le sceau de l'errance. Elle ne grandit pas dans un foyer tranquille où l'on dîne à heure fixe. Sa vie de petite fille est tissée de départs précipités, de langues entremêlées, de silences lourds dans les couloirs trop grands. Son père, André Kaminker, est un intellectuel d'une rare éloquence, traducteur de conférences internationales, qui parle une dizaine de langues, mais peine à communiquer avec sa propre fille. À la maison, il n'est qu'une ombre passagère, une silhouette vêtue de mystère. Quand la Seconde Guerre mondiale approche, la cellule familiale vole en éclats. André s'exile à Londres pour rejoindre la France libre. Simone reste avec sa mère dans une France occupée, contrainte de taire ses origines juives. Là commence une autre forme de guerre, plus sourde, plus intime. Elle apprend à survivre, sans faire de bruit, à effacer son nom, à raser les murs. Cette invisibilité imposée façonne une forme de clairvoyance. Très jeune, elle comprend qu'elle devra lutter seule avec ses mots, sa mémoire et sa volonté. Ce manque d'ancrage familial laisse en elle une fin de stabilité. Elle lit avec voracité, trouve refuge dans les salles obscures du cinéma où le monde devient autre, plus juste, plus vibrant. C'est là, dans l'obscurité d'un fauteuil rouge, que naît en elle l'envie de jouer. Pas pour être vue, mais pour raconter. Elle ne veut pas briller, elle veut comprendre et faire comprendre. Et pourtant, derrière cette soif d'intelligence et d'engagement se cache une faille discrète, mais profonde, une soif d'amour fidèle. Ayant grandi dans l'absence, elle rêve d'une présence totale. Elle attend d'un homme ce que son enfance ne lui a jamais donné, la certitude qu'on ne l'abandonnera pas, qu'on la choisira chaque jour malgré tout. Voilà pourquoi, des années plus tard, quand cette promesse sera trahie, la douleur ne sera pas seulement conjugale, elle sera existentielle. Les débuts de Simone ne ressemblent pas à un conte de fées. Elle ne pousse pas la porte des studios en robe à fleurs, le regard plein de naïveté. C'est la guerre qui la pousse vers les plateaux, presque par nécessité, presque par défi. Elle travaille d'abord comme secrétaire à France Actualité, puis décroche quelques rôles discrets, souvent non crédités, dans des productions de fortune, avant que son visage ne s'impose massif et magnétique sur l'écran noir. Mais c'est avec Casque d'or en 1952 que tout bascule. La prostituée au cœur brisé qu'elle incarne devient une légende, la critique s'incline, le public, d'abord dérouté par sa beauté, brute sa voix rauque, son regard de marbre fendu de tendresse l'adopte. Elle n'a rien des starlettes de l'époque. Elle est l'anti-Monroe, pas de minauderie, pas de sourire mécanique. Elle impose une nouvelle féminité dure, pensante, libre. L'Oscar qu'elle reçoit en 1960 pour Room at the Top vient couronner cette trajectoire unique. C'est la première actrice française à obtenir cette reconnaissance suprême du cinéma américain. Mais ce triomphe aussi éclatant soit-il à un goût amer, car à mesure que la lumière s'intensifie autour d'elle, quelque chose en elle se retire. La célébrité devient un miroir déformant. Elle n'appartient plus à elle-même et à l'opinion. Chacune de ses prises de parole est décortiquée.
Ses silences deviennent éloquents. Ses gestes privés sont scrutés comme des bulletins de guerre. Pire encore, elle n'est plus seulement Simone Signoret actrice. Elle devient la femme de Yves Montand. À mesure que son mari chanteur populaire devenu acteur engagé gravit les échelons du végétariat, elle sent son identité glisser hors d'elle-même. Elle qui n'a jamais cherché à séduire, mais à comprendre se retrouve enfermée dans une image, celle de l'intellectuelle un peu froide, un peu triste, qui regarde son homme briller au bras d'autres femmes, et pourtant elle continue. Elle écrit, elle joue, elle parle, mais derrière la voix assurée, la conviction politique, les discours sur la mémoire et l'engagement se cache une solitude rampante. Une femme qui doute, qui regarde l'homme qu'elle aime s'éloigner lentement dans les applaudissements des autres, et c'est dans ce décor doré entre récompense internationale et nuit, sans sommeil, qu'un tournant va surgir. Car bientôt l'histoire d'amour va croiser l'histoire du scandale. Leur rencontre n'a rien d'anodin. C'est dans l'effervescence de l'après-guerre entre deux plateaux de tournage dans une France qui pense ses plaies et rêve de révolution que Simone Signoret croise pour la première fois le regard d'Yves Montand. Lui, ancien ouvrier d'usine devenu chanteur, engagé à cette voix grave qui traverse les corps et cette manière d'être qui ne laisse personne intact. Elle déjà actrice, reconnue mariée, et mère d'une petite fille, sent pourtant dès les premières conversations que quelque chose en elle vacille. Une faille s'ouvre, et Montand s'y engouffre. Ils s'aiment vite fort, bruyamment. Ils s'installent ensemble à Paris, vivent entre deux tournées, deux luttes sociales, deux prises de vue. Leur amour devient un manifeste. Deux artistes, deux âmes politiques, deux voix contre l'injustice. Ensemble, ils incarnent une forme d'idéal à la française, la beauté du talent mêlé à l'engagement. Ils déjeunent avec Picasso, milite pour l'Algérie indépendante, croisent Sartre et Prévert. Ils forment un monde à eux seuls. Mais l'intensité a un revers. Montand, adulé courtisé, ne sait pas, ou ne veut pas, résister au regard. Les femmes tournent autour de lui, et il ne s'en cache pas toujours. Simone, elle encaisse avec cette dignité silencieuse qui finit par user de l'intérieur. Elle devine mais ne dit rien. Elle entend mais n'accuse pas. Elle regarde mais ne quitte pas. Ce n'est pas de la soumission, c'est une lutte intérieure entre fierté et peur de perdre. Quand Hollywood les appelle, c'est d'abord une consécration. Montand décroche un rôle auprès de Marilyn Monroe dans Let's Make Love. Simone le laisse partir confiante en ce lien qu'ils ont forgé dans la sueur et la lutte. Mais dès les premiers jours, la presse murmure. Marilyn, alors en plein désarroi personnel, trouve refuge dans les bras du Français charismatique. Et lui, malgré les serments, se laisse happer. Pour Simone, c'est un séisme. Pas seulement parce qu'il s'agit de trahison, mais parce que cette fois, l'autre femme n'est pas une silhouette de coulisses. C'est Marilyn Monroe, une icône mondiale, une fragilité érigée en mythe, une rivale que le monde entier chérit. Simone ne peut pas rivaliser. Elle ne veut pas. Et pourtant, elle souffre, profondément. Chaque photo publiée est une morsure. Chaque article est un rappel qu'elle est la femme restée en arrière, celle qu'on oublie. Elle aurait pu partir. Elle ne l'a pas fait. Par amour, par orgueil, par peur de se trahir elle-même, peut être tout à la fois. Elle reste, elle accueille Montand à son retour. Elle ne pose pas de questions. Elle ne crie pas. Mais elle n'oublie rien. Car à partir de ce moment, leur amour ne sera plus jamais le même. Il continue en apparence. Mais dans l'intimité, un silence s'installe. Un gouffre invisible, fait de non-dits, de regards évités, de gestes mécaniques. Elle ne vit plus avec un homme. Elle vit avec l'ombre de ce qu'ils ont été. Et dans cette ombre, elle commence à se perdre elle-même. Automne 1960. Les projecteurs de Hollywood inondent le plateau de Let's Make Love. La caméra se fixe sur Marilyn Monroe, sublime et fragile, dans une robe qui épouse les courbes de son mal. Être. Yves Montand, face à elle, déclame ses répliques avec une aisance déconcertante. Entre eux, quelque chose se joue, quelque chose qui dépasse le texte. Les gestes sont trop tendres, les regards trop longs, les silences trop lourds de sous-entendus. Le film est une comédie romantique. La réalité, elle devient un drame intime. Les premiers échos arrivent à Paris comme des rumeurs étouffées. Mais très vite, ils deviennent des éclats de verre. Des photos surgissent dans les pages de Life Magazine Paris Match de New York Times. Marilyn et Montand sortant d'un restaurant au bras l'un de l'autre. Montand arrivant au manoir de la star en pleine nuit. Marilyn souriant nue sous un peignoir. Et Montand à ses côtés, le regard flou, presque heureux. Simone Signoret, restée seule à Paris, vit ses révélations comme une gifle permanente. Chaque édition d'un journal devient une séance de torture. Chaque gros titre est une blessure réouverte. Elle feint l'indifférence en public, répond aux interviews avec une maîtrise glaçante. Mais en privé, elle s'effondre. Des témoins racontent une femme qui fume plus que de raison, qui parle de moins en moins, qui se perd dans l'écriture comme dans une forme d'oubli nécessaire. Autour d'elle, les amis se taisent. Certains disent « elle savait »,
D'autres murmurent, elle a choisi de rester. Mais nul ne mesure vraiment l'ampleur du tremblement intérieur. Car ce qui l'a détruit, c'est pas seulement l'infidélité, c'est l'humiliation publique. Le fait que son mari, l'homme, qui partageait ses combats ses nuits, ses secrets se donnent ainsi en spectacle. Et surtout qui ne cache rien, qui joue le jeu des flashs qu'il pose presque avec fierté. Montand, de son côté, minimise. Il parle d'une aventure de tournage d'une erreur passagère. Mais le mal est fait. Le monde entier a vu. Et Simone ne pourra jamais effacer ces images de l'imaginaire collectif. Pire encore, certains journalistes s'empressent de comparer les deux femmes. La sensualité de Marilyn contre l'intelligence froide de Simone. L'américaine solaire face à la française austère. Elle devient malgré elle un archétype qu'elle a toujours combattu. Et puis un matin, Montand revient à Paris, il passe la porte de leur appartement, Simone ne le frappe pas, ne l'interroge pas, elle le regarde longtemps. Et dans ce regard, il ni haine ni pardon. Juste un abîme. Ils s'installent, ils dorment de nouveau côte à côte, mais le lit est devenu désert. Ils sourient aux photographes, reprennent les apparences. Mais les gestes sont vides. Et dans chaque silence partagé résonne l'ombre blonde d'une autre, ce scandale aurait pu briser un couple, il n'en fit rien. Du moins en surface. Simone et Montand ne divorcent pas. Ils continuent à paraître ensemble, à parler de politique, de théâtre, d'histoire. Mais leur intimité est morte, ce jour-là, dans les bras d'une autre femme, sous le regard du monde entier. Et personne n'est venu dire stop. Aucun ami, aucun agent, aucun journaliste. Personne n'a protégé Simone. Elle a tout encaissé seule. Dans le silence d'une chambre conjugale devenue tombeau, il n'y a pas eu de procès, pas de plainte, pas de confrontation publique dans une salle d'audience. Et pourtant, Simone Signoret a vécu une forme de jugement, invisible, diffus, cruel. Celui de la presse de l'opinion et parfois même de ses proches. Après le retour de Montand, le scandale s'éteint lentement dans les colonnes des journaux. On passe à d'autres histoires. D'autres amants, d'autres ruptures. Mais pour Simone, rien ne revient jamais vraiment à la normale. Elle entre dans une nouvelle ère, celle du regard suspicieux des murmures, dans les coulisses des silences, gênée dans les dîners mondains. Elle devient la femme trompée, qui restait celle dont on admire le courage mais dont on questionne le choix. Pourquoi ne l'a-t-elle pas quittée? Par faiblesse, par stratégie, par amour, dans une société où le pardon féminin est attendu, mais rarement respecté. Simone se retrouve prise dans un piège moral. Si elle avait quitté, Montand, elle aurait été vue comme une femme blessée destructrice. En restant, elle devient complice de sa propre souffrance. Un dilemme que seules les femmes célèbres trop exposées connaissent intimement. Elles tentent de reprendre le contrôle par l'écriture. En 1975, elle publie La nostalgie n'est plus qu'elle était un livre de mémoire qui n'est pas un règlement de compte, mais une œuvre d'une finesse poignante. À travers des anecdotes, des digressions, des ellipses, elle évoque sans nommer, elle confesse sans accuser. C'est une manière de reprendre la parole sans crier, d'exister à nouveau par ses mots et non par les gestes d'un homme. Montand, de son côté, ne s'est jamais excusé publiquement. Il a poursuivi sa carrière naviguant entre films, chansons et engagements politiques. Dans les années suivantes, il évoquera Marilyn comme un simple épisode. Jamais il ne dira ce que cela a coûté à Simone. Et la justice des hommes, elle ne s'est jamais prononcée parce qu'il n'y avait pas de crime, seulement un cœur brisé, une dignité piétinée, un amour défiguré, rien de punissable, juste une lente agonie intérieure que personne ne saura jamais vraiment mesurer. Simone, elle a continué. Elle s'est levée chaque matin, elle a joué, elle a écrit, elle a vieilli. Mais quelque chose en elle est resté figé en 1960 entre les flashs d'Hollywood et le silence glacial d'un appartement parisien. Simone Signoret ne s'est jamais définie par le scandale, ni par l'infidélité, ni par la douleur. Jusqu'à la fin de sa vie, elle aura résisté à la tentation de s'expliquer, de se justifier, de régler ses comptes. Elle a préféré écrire Incarner, transmettre, elle a préféré transformer la blessure en matière artistique et le silence en élégance. Elle est restée pour toute une génération une figure d'intelligence, d'intégrité et de complexité. Pas une héroïne sans faille, pas une victime immaculée, mais une femme debout lucide, traversée par ses contradictions. Elle a ouvert la voie à d'autres actrices, d'autres femmes, qui ont vu en elle la preuve qu'on pouvait aimer sans se perdre et tomber sans disparaître. Son couple avec Montand, malgré les fêlures, est resté une énigme. Ils sont restés unis jusqu'à la mort de Simone en 1985. Pas comme un conte de fées, mais comme une tragédie tenue jusqu'au bout avec fierté et résilience. Montand, quelques années plus tard, confiera qu'elle fut la femme de sa vie. Trop tard. Il reste d'elle des films inoubliables, des textes lumineux, une voix, une présence. Et surtout, cette phrase écrite de sa main, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était.
comme un adieu sans regret, une lucidité poignante, ce qu'elle nous laisse, la force de ne pas hurler pour exister. Le courage de regarder la trahison en face et de continuer quand même à avancer,